Salut les devins, c'est Saikyu. On a un gros sujet aujourd'hui à se décortiquer, c'est quelque chose que j'adore vraiment. On a une grosse et belle interview de la part de Toyotaru qui a été faite sur le site officiel de Dragon Ball avec une vidéo qui a été publiée là-bas. Je vous mets le lien en description et vous pouvez activer les sous-titres automatiques, que cela soit en anglais et en français. Bien évidemment, la vidéo est en japonais vu qu'ils sont japonais les deux gars qui nous parlent. Les deux gars en question, ce sont Monsieur Victory Uchida, celui qui a une tête un petit peu chelou à gauche là avec la tête en V. C'est l'éditeur de Toyotaru, il n'est pas juste intervieweur ou présentateur. Et c'est lui aussi qui avait été révélé dans une autre interview, il y a quelques mois, je vous l'avais déjà présenté comme étant le troisième membre du trio créatif de Dragon Ball Super. L'histoire du manga DBS est construite grâce à 3 personnes, Akira Toriyama, Toyotaru et Monsieur Victory Uchida, celui qui est donc à gauche de votre écran, et nous l'avons accompagné de Toyotaru qui, pour je ne sais quelle raison, n'a pas souhaité montrer son visage, l'a masqué avec sa petite mascotte là, visuelle, mais en tout cas il a été généreux en informations. Une interview qui se focalise sur les méthodes de travail, sur qui de Toyotaru de Toriyama a pu créer quoi dans Dragon Ball Super et en particulier dans l'arc Granola. Une autre partie d'interview qui va se focaliser sur le tome 16 qui vient tout juste de sortir au Japon. Et une dernière partie un petit peu plus sur l'avenir, sur l'évolution de Goku et de Vegeta et tout ce genre de choses. Et je vais prendre le temps de vous partager les points qui me semblent être les plus intéressants et les plus importants de cette interview et de prendre très tranquillement le temps de se les analyser. D'ailleurs, bonne nouvelle, la semaine prochaine Toyotaru sera de retour. Très probablement pas pour une interview, mais pour nous montrer comment il dessine Granola. On espère qu'il y aura quand même 2-3 informations qui seront lâchées la semaine prochaine. Ça fait toujours plaisir de revoir l'auteur ou un des auteurs de l'œuvre qui vient en contact presque frontal avec nous pour nous apporter de l'information. En tout cas, moi, je trouve ça vraiment très appréciable. S'il pouvait le faire chaque mois ou pour chaque arc, parce que chaque mois c'est un petit peu forcé, mais pour chaque arc, franchement, je prendrais. Alors, un des premiers éléments de l'interview, c'est qu'il nous est dit que l'idée de Granola provient directement de Toyotaru. Alors là, il va falloir remettre les choses au clair parce qu'on a eu 2 interviews différentes et là, ça peut créer des confusions. En plus de celle-ci, là, qui est une troisième, nous avions eu 2 interviews papier, une qui nous disait que Dragon Ball Super était créé à 3, comme je viens de l'expliquer, et une autre qui nous disait que l'arc Granola était un scénario qui était conçu par Akira Toriyama. Alors attention, parce qu'entre les gens qui s'amusent à déformer sur les réseaux, plus la traduction qui est un petit peu bancale, il faut remettre cela à plat. Aujourd'hui, on a la clarification. Toyotaru a créé le design de Granola. Toyotaru a créé une proposition, une petite base d'histoire pour le personnage de Granola, à savoir un survivant qui a un lien avec les Saiyans. Cette idée a été présentée à Victory Uchida qui se trouve à gauche, ils ont médité un petit peu sur le sujet pour l'affiner, et Akira Toriyama a validé le truc, et à partir de là, il a déroulé tout le scénario de l'arc. Il y a développé l'introduction des nouvelles Dragon Ball, les 2 Dragon Ball de Torombo et le Dragon Torombo. Les Hitters, il les a développés au niveau du scénario lui-même, bien que le chara-design des Hitters soit fait par Toyotaru. Donc en gros, je vais vulgariser, mais Toyotaru, il est allé voir Toriyama en lui disant « Écoute frérot, j'ai une idée d'arc, c'est un gars, il est survivant, sa race est éteinte, on dirait une race un petit peu ancienne dans l'univers, ils ont un passif avec les Saiyans et avec Freezer, est-ce que ça te tente de partir sur ça ?» Toriyama, il a dit oui, donc vous avez vu que le scénario que je viens de décrire, c'est vraiment une proposition de scénario qui tient en 3 phrases, et à partir de là, Toriyama a déroulé le gros du script. Donc là, je pense que c'est un petit peu plus clair, remis dans ce sens-là, et avec une clarification des propos et des traductions. On y apprend également que dans le processus de traduction, je trouve ça intéressant, Toyotaru ne savait pas, pour Granola ou pour d'autres personnages, s'il devait utiliser des personnages déjà connus du lore de Dragon Ball, ou s'il devait en créer de nouveaux. Et il nous dira aussi que lors des hésitations de la conception de Granola ou d'autres trucs dans l'histoire, en concertation avec Toriyama et Monsieur Uchida, eh bien il a longuement réfléchi à savoir s'il fallait utiliser tel personnage de tel univers ou de tel univers. Il a pesé les pour et les contre sur beaucoup de choses, ils ne nous disent pas pourquoi est-ce que Granola n'est pas par exemple un Tsufull, pourquoi est-ce que Granola n'est pas un personnage d'un autre univers, ce genre de choses. J'aurais bien aimé avoir la réponse, je pense que c'était le plus facile pour eux pour avoir un lien avec les Saiyans, avec Freezer, de créer une forme de nouvelle race, encore que je pense que les Tsufull auraient matché, mais bon. Voilà, j'aimerais bien avoir un petit peu plus de réflexion interne, malheureusement ce n'est pas le cas, mais au moins on a ce que je viens de vous partager sous la dent. Donc ce bon vieux Toyotaru a créé le personnage de Granola, l'histoire de l'arc Granola le survivant a été créée par Akira Toriyama sur la base de cette offre de scénario de la part de Toyotaru, et d'ailleurs il est même confirmé dans l'interview qu'il y a eu un retour de la part d'Akira Toriyama avec une proposition décente de scénario de sa part, qui a été renvoyée à Toyotaru. Et Toyotaru, lorsqu'il a lu tout ce que Toriyama a pu dérouler pour l'arc, sur la base de la modeste proposition que Toyotaru avait formulée, il a trouvé que cela était incroyable. Bon, ça reste du marketing à la japonaise, c'est incroyable, etc. On repassera une prochaine fois, on se fera notre propre avis, mais en tout cas, c'est pour vous dire un petit peu ce que Toyotaru, lui, nous dit qu'il en a pensé. Les Hitters dans le scénario sont donc une création d'Akira Toriyama, ainsi que beaucoup d'autres choses,
Et Toyotarou nous dit que du fait de sa fonction, il ne le dit pas concrètement, mais voilà ce que j'en ai compris, comme quoi il est jeune auteur sur Dragon Ball et le respect qu'il doit à Akira Toriyama, etc. Donc il veut rester à sa place et ne pas manquer de respect. Toyotarou nous dit que dans l'œuvre Dragon Ball, il fait beaucoup de propositions, mais il ne se permet pas de tout proposer. Par exemple, les deux Dragon Ball, le nouveau Shenron, entre guillemets, eux-mêmes l'appellent comme ça, ils disent nouveau Shenron pour Torombo. Le nouveau Shenron et tout ça, ça vient de Toriyama, parce que Toyotarou penserait qu'il manquerait un petit peu de respect à l'œuvre ou à l'auteur original en lui proposant de si gros changements fondamentaux. Il était heureux et soulagé que ça provienne de Toriyama et de pouvoir ensuite reprendre ce script pour dérouler les pages de son manga. Concernant le personnage de Granola, je viens de vous dire à peu près comment il a été créé, mais sachez également que Akira Toriyama, lorsqu'il a renvoyé le script basé sur ce personnage et sur l'arc qui en découle, a également indiqué que la race Iralienne qui a été éteinte, n'est pas une race combattante, ce n'est pas comme les Saiyans, mais par contre, ils aiment bien se battre. Et c'était un paradoxe avec lequel Toyotarou a dû jongler, et pour trouver un équilibre à cela, il leur a affilié la capacité de sniping, le devenir des bons snipers avec l'œil particulier, donc d'avoir des attaques spéciales qui y sont liées, comme on a vu face à Vegeta dans le dernier chapitre par exemple, et ça lui a permis d'avoir cette espèce d'équilibre pour avoir une race qui sait se battre, qui aime se battre, mais qui n'est pas surpuissante ni barbare comme des Saiyans, et pouvoir correspondre à la définition qu'Akira Toriyama lui en avait donnée. Ce peuple ancien est éteint il y a fort longtemps, on remarque qu'il est ancien de par l'architecture de son village et de ses villages sur la planète céréale, ça on l'a lu de nos propres yeux dans le manga lorsque Vegeta enquêtait, mais il a aussi voulu que cela se remarque sur les vêtements, sur la tenue de Granola et des céréaliers en général, avec un côté ancien, un petit peu old school, mais aussi en lui donnant un côté steampunk. Faire en sorte que ça soit une race du passé, mais tout en nous donnant l'impression qu'elle soit extraterrestre, donc avec certains attributs qui font futuriste à la fois. Pour transiter, on va parler du personnage de Hotmeal, et on a la quasi-confirmation à demi-mot que Hotmeal est bien une intelligence artificielle, ou en tout cas qu'il est considéré pour le moment dans l'histoire, mais cela peut être changé par la suite, vous savez qu'ils ne veulent pas spoiler ce qui va se passer ensuite, mais en tout cas ils nous disent que le monocle là, l'espèce de lunette que porte Granola, qu'il aide à viser et avec qui il communique, est bel et bien Hotmeal. D'ailleurs, fait intéressant dans la traduction, qui n'est qu'une traduction automatique, ils disent quand même Hotmeal au masculin. Ils disent il, ils ne disent pas elle, ou alors vous savez qu'en anglais il y a aussi it, qui peut être utilisé pour les objets, parfois pour les animaux, etc. Là, ils utilisent il, masculin singulier. Donc soit c'est la traduction du site qui est un petit peu bancale, soit Hotmeal est considéré comme une sorte de personnage masculin. Pour le moment, il est affilié officiellement à la lunette que porte Granola, on ne sait pas s'il y a un autre personnage derrière qui va se matérialiser par rapport à cette lunette-là, ça n'est pas confirmé ici. En tout cas, la manière dont ils en parlent, ils personnifient réellement cette lunette, et ça c'est important. Et pourquoi avoir attribué cette lunette, en plus du fait que ça améliore ses capacités de sniping, c'est tout simplement car Akira Toriyama aime bien apporter des duos, des groupes de 2 personnages dans l'œuvre Dragon Ball au minima, et éviter d'avoir un personnage tout seul, surtout lorsque celui-ci va avoir pas mal de dialogue, ou en tout cas lorsqu'il est un élément central de l'arc, tout simplement parce qu'il est dit dans l'interview que Akira Toriyama préfère avoir un duo pour avoir des échanges entre ce duo et savoir ce que chacun des deux peut penser, car sinon s'il se retrouve tout seul, ça va tourner au monologue ou alors à un personnage qui parle peu. Et il nous donne l'exemple de Beerus et de Whis qui communiquent entre eux pour, en plus de l'humour, avoir des informations et leurs états d'âme qui nous sont retransmis. Pareil pour Shin et Kibito. On comprend alors pourquoi actuellement l'œuvre Dragon Ball Super se ressent sur Goku et Vegeta, pour avoir un duo qui échange, qui va pouvoir soutirer des informations l'un de l'autre. Et c'est vrai que quand on fait une rétrospective sur les arcs de Dragon Ball Super, mais aussi les anciens arcs, ça on peut le retrouver. La dualité Goku Black Zamasu. Et on remarque aussi, pour donner raison à ce qui est dit ici, que lorsqu'un personnage, un ennemi par exemple, se retrouve seul, Moro, Cell, Boo, un peu Freezer même s'il était entouré d'alliés, tout d'un coup celui-ci se retrouve avec beaucoup moins de lignes de dialogue et on a beaucoup moins d'état d'âme par rapport à ce dernier. C'est pour ça que Boo va se retrouver lié à Mister Satan. C'est pour ça que l'on en sait beaucoup moins sur le personnage de Cell. Si on prend du recul, je trouve que cela prend son sens. Pour poursuivre, ils nous disent alors que c'est ainsi que Hotmeal était né, dans la volonté d'avoir un Granola qui va communiquer avec un personnage. Après tout, un objet qui parle et qui communique dans une œuvre de fiction, c'est un personnage. En parlant de Hotmeal, et pour clôturer sur ce personnage, il est aussi dit que Hotmeal va avoir son importance et sera bien plus mis en avant par la suite. Ils ne veulent pas nous dire comment, pourquoi et tout ça, mais il y a une part d'histoire qui lui est attribuée, très sûrement liée au génocide séralien, mais cela restera à découvrir. Bon, ensuite dans l'interview, Toyotarou se livre à quelques banalités en nous disant que le personnage qu'il a préféré designer c'est Granola, je crois d'ailleurs qu'il avait déjà dit dans une autre interview. Il nous dit qu'il a beaucoup aussi apprécié dessiner Elec donc des Hitters, que aussi bien lui que monsieur Uchida l'éditeur trouve assez incroyable la manière dont Akira Toriyama supervise et regarde tout de très très près avec beaucoup de sérieux dans l'œuvre Dragon Ball Super pour valider, pour corriger ce genre de choses, que Akira Toriyama a aussi designé Monaito, le Namek, qu'il a aussi designé les Shugariens. D'ailleurs Toyotarou s'était essayé
à designer les Shugariens, ces petits êtres-là, sauf que le design avait été rejeté aussi à plusieurs reprises par Akira Toriyama, et c'est Toriyama alors qui s'y est adonné et qui a donné le coup de grâce, le coup de maître en tout cas, pour avoir un chara-design des plus décents et des plus plaisants, mais surtout des plus mignons pour cette petite race. Akira Toriyama a apporté pas mal de choses dans le scénario jusqu'à présent, d'autres nous seront sûrement révélés plus tard et ne sont pas spoilés ici, mais il y en a une sur laquelle nos deux intervenants reviennent aujourd'hui, et celle-ci m'avait paru très importante lors du chapitre en question, et ils reviennent dessus aujourd'hui, et ça me mène à penser qu'on va en reparler tôt ou tard, à savoir une vérité importante sur les Namek. Il a été dit de manière très rapide et anecdotique dans un chapitre de Dragon Ball Super récent que les Namek ne sont pas une race qui est née sur Namek. D'ailleurs, le chapitre en question nous disait que les Namek provenaient d'un autre monde / d'un autre royaume en japonais, ce qui pourrait sous-entendre d'un autre univers, voire même d'une autre dimensionnalité. Là, c'est de la pure théorie, attention, mais si les Namek sont des descendants du dieu dragon Zarama, ce qui expliquerait pourquoi ils savent créer des Dragon Ball et tout ça, cela voudrait dire que les Namek ne viennent d'aucun univers, mais viennent de cette espèce de localité divine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je parle un petit peu de dimension. En tout cas, ils mettent l'emphase sur ça en nous disant que c'est un élément important, une grosse décision de la part d'Akira Toriyama, et Toyotarou était très enthousiaste à l'idée de cela. D'ailleurs, ce dernier poursuit en nous disant que Toriyama lui a partagé beaucoup de secrets et de vérités cachées concernant Dragon Ball, que Toyotarou a été capable de nous en distiller de ci de là au travers de ses pages et de ses divers chapitres depuis le tout début de Dragon Ball Super, et que cela va continuer. On apprendra que dans la granola, ils ont voulu faire une rencontre entre les Hitters et Zuno pour avoir quelques phases de rigolade pour détendre un petit peu l'atmosphère, pour repartir un petit peu plus fort ensuite, étant donné que dans Dragon Ball il y a toujours eu de l'humour, pour ensuite nous amener sur un combat avec le plus puissant de l'univers, et nos chers intervenants nous confirment le fait qu'on n'était pas si bête que ça, mes très chers devins, quand on se questionnait sur la définition du plus puissant de l'univers. On n'était pas du tout à la ramasse, c'est quelque chose qui est plutôt voulu, et en tout cas c'est même un questionnement que eux-mêmes ressentent les auteurs, à savoir la difficulté de définir ce qu'est le plus puissant de l'univers. Et également Toyotarou, qui lui est en charge de créer les pages, nous dit que ça a été aussi un challenge de pouvoir le montrer au travers du combat. En parlant de puissance, il y a d'autres personnages qui sont puissants, dont notamment Goku et Vegeta, et le premier des deux que je viens de citer, Goku possède l'Ultra Instinct, et aussi bien lui que son comparse le prince sont voués à devenir encore meilleurs qu'ils ne l'étaient dans l'arc Moro, mais il est aussi mis l'emphase sur quelque chose, un point très intéressant, on en discutait sur ma chaîne YouTube et je trouve ça super intéressant que les auteurs en parlent, la difficulté de faire en sorte qu'un personnage comme Goku, qui à la fin de l'arc Moro nous semblait avoir atteint une forme de quasi-perfection en tant que combattant et manieur de l'Ultra Instinct, puisse encore évoluer. Comment faire plus parfait que parfait? Telle est la problématique soulevée, et telle est la problématique à laquelle Toyotarou, Akira Toriyama et Monsieur Uchida vont nous apporter progressivement des réponses. D'ailleurs, même s'ils admettent le fait que c'était une grosse difficulté d'aller au-delà du Goku qui semblait parfait face à Moro, notamment ils nous montrent le colosse de ki de Son Goku face à Moro Terre, ils nous disent qu'ils ont déjà commencé et vont continuer d'inclure des niveaux de progression au-delà de la perfection, et qu'il y en aurait même énormément concernant Son Goku. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas pour Vegeta, mais si Goku évolue, vous savez très bien que Vegeta suivra. Il nous donne même des paliers de référence que Son Goku, par exemple, doit atteindre, voire dépasser. Il y a celui de Beerus, il y a celui de Whis, et il y a celui du Grand Prêtre. Les trois ont été cités par Toyotarou, et ça c'est super important, car ça nous révèle qu'à ce jour du 9 août 2021, Beerus est supérieur à Son Goku Ultra Instinct. Et c'est une nouvelle qui me ravit énormément, non pas parce que je préfère Beerus à Goku, croyez-moi mes sur parole que Goku a une place bien plus importante dans mon cœur que celle de Beerus, mais je suis content de voir qu'une forme de logique a été rétablie ici. Beerus reste supérieur à Son Goku malgré ses avancements dans l'Ultra Instinct à ce jour, et pourquoi, me direz-vous? Déjà parce que Son Goku ne maîtrise pas parfaitement l'Ultra Instinct, parce que l'entraînement de Whis n'est pas parachevé par le Saiyan, parce que la puissance brute de Son Goku n'est pas suffisante par rapport à celle de Beerus, parce que Beerus ne nous a jamais, absolument jamais montré ce dont il est capable dans ses derniers retranchements. Au final, on se retrouve toujours à comparer Goku en mode dépassement des limites par rapport à un Beerus qui rigole, parce que dans l'écriture, le personnage de Beerus est une réelle boîte de Pandore, il s'y cache des tas et des tas de choses, comme avec la fameuse pseudo-transformation que Vegeta utilise du Akai no Kami et j'en passe. Tout cela pourrait être attribué à Beerus pour le booster. On voyait Goku qui avait beaucoup de mal à venir à bout de Moro Ultra Instinct et Beerus s'était mis en avant pour limite presque le one-shot, mais il avait été appelé dans une réunion auprès du grand prêtre accompagné de Whis. Cette confiance et cette certitude de Beerus nous montraient que le niveau actuel de Son Goku Ultra Instinct était loin de l'inquiéter.
Et des éléments comme ça, je vais arrêter d'en citer, mais il s'en a accumulé des tas. Et ici, nous en avons la confirmation. Nous ne sommes pas encore arrivés au niveau de Beerus. Alors imaginez par rapport au niveau de Whis, ce même Whis qui est capable d'une petite claque dans la nuque de one-shot Beerus, et alors je vous laisse imaginer par rapport au grand prêtre dont Whis lui-même disait qu'il ne lui arrivait pas à la cheville. Alors attention mes très chers devins, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui a couru un petit peu partout comme information, comme quoi Toyotaru aurait cité aussi Broly, ce qui voudrait dire que Goku et Vegeta n'auraient pas atteint aujourd'hui le niveau de Broly. Alors attention, parce que cette phrase n'a pas été dite par Toyotaru, allez revisionner l'interview si besoin, le nom de Broly a été donné par monsieur Victory Uchida, l'éditeur. Ça reste quand même très sérieux, c'est l'éditeur, il travaille sur le manga Dragon Ball Super, mais ce mec-là n'a pas travaillé sur le film Dragon Ball Super, il n'a pas collaboré avec Akira Toriyama pour le film, donc le niveau de puissance de Broly, il est un tout petit peu moins à même de pouvoir le confirmer, et encore moins légitime à le comparer à ce que sont devenus Goku et Vegeta. Toyotaru est plus légitime à cela, et de la bouche de Toyotaru, il est seulement sorti Beerus, Whis, Grand Prêtre. D'ailleurs, en toute fin d'interview, et j'espère que vous ne l'aurez pas manqué, mais je vous le montre ici, Toyotaru nous fera la déclaration qu'en ce moment dans Dragon Ball Super, dont notamment le tome 16 dont il est venu faire la promotion, nous avons droit à voir le combat entre le premier, le deuxième et le troisième être le plus puissant de l'univers. Vous le voyez à la couverture du tome 16 qui est affiché, il y a Granola, Goku, Vegeta. Ceci est une confirmation que Broly ne fait pas partie du top 3 des guerriers les plus puissants de l'univers, il est très probablement devenu le top 4, et cela provient de quelqu'un d'un petit peu plus de confiance que l'éditeur, à savoir Toyotaru. Attention, le but n'est pas de ridiculiser ou de descendre l'éditeur, il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il raconte. Étant donné que ces deux bonhommes sont en train de discuter du sujet, j'aurais tendance à plus attribuer ma confiance à celui qui se trouve à notre droite, à savoir Toyotaru. Et d'ailleurs, mes chers devins, j'ai même envie de vous dire, le débat reste ouvert, parce qu'à la fin du film Dragon Ball Super Broly, Broly a sûrement reçu un Zenkai Boost, étant donné que Goku et Vegeta, eux, ont atteint la limite du Zenkai Boost, ça avait été dit dans Dragon Ball Super, j'avais fait une vidéo par rapport à ça, mais lui, Broly n'en a jamais eu, enfin, il en a eu, mais très peu, il se battait face à des insectes ou des conneries comme ça. Là, face à Gogeta, il a plus que frôlé la mort, il a dû avoir un Zenkai Boost incroyable, un nouveau niveau de maîtrise de ses pouvoirs, potentiellement Goku qui est venu l'entraîner pendant les phases de paix sur la Terre, donc Broly a progressé, Broly peut peut-être prétendre à ce niveau-là, et ça serait même assez drôle dans le scénario de se dire que Goku et Vegeta ne sont pas numéro 2 et 3, mais ça serait plutôt Broly numéro 2, peut-être derrière Granola, et si Broly pète un plomb, il va dépasser Granola. Ça pourrait être un retournement de situation très intéressant, c'est pour ça que je garde en tête ce qu'a dit l'éditeur par rapport à Broly, il a peut-être pas lâché le nom pour rien, il est peut-être même au courant que Broly va revenir, et Toyotaru a essayé de noyer le poisson, donc c'est pas du tout une hypothèse que j'exclus, mais là, pour le moment, ce qui a été dit par l'auteur, numéro 1, Granola, et la place de numéro 2 et numéro 3 se disputent entre Goku et Vegeta. D'ailleurs, en parlant de Goku et de Vegeta, il termine l'interview en nous parlant du prince de la destruction, comme on aime bien l'appeler en ce moment. D'ailleurs, c'était un épisode de l'anime Dragon Ball Z qu'il avait appelé prince de la destruction lorsqu'il était devenu Majin Vegeta, et ils nous disent qu'ils trouvaient que c'était un petit peu inéquitable que Goku manie l'Ultra Instinct et que Vegeta reste là en plan, il a pas réellement de potentiel d'évolution, bon si ce n'est ce qu'il a eu sur Yardra, mais même s'il a power-up sur Yardra, on s'en rappellera, il avait une meilleure forme de base et tout ça, malgré tout il est loin de son Goku Ultra Instinct, et là, il a pu rattraper le niveau, c'est ce qui nous est dit ici, il ne l'a pas rattrapé par le même chemin, mais avec un chemin différent, celui donc du Hakaishin. D'ailleurs, au moment où l'éditeur dira que Vegeta s'est plutôt bien rattrapé, Toyotaru acquiescera de la tête, donc on comprend que le niveau s'équilibre entre Goku et Vegeta. L'éditeur dira même qu'il considère que les deux sont plutôt égaux, mais il va demander à Toyotaru qui est le plus fort, le plus puissant des deux, et Toyotaru va répondre qu'il est plutôt difficile de répondre, et que de toute façon, s'il répondrait, il rentrait surtout dans une dynamique de spoiler, de révélation des prochains chapitres, chose qu'il ne veut pas faire, et il nous demande de rester à l'affût, que ça soit sur Manga Plus, avec la lecture officielle, avec le magazine V-Jump, et si on est un petit peu tardif, avec la lecture des tomes. En tout cas, il nous confirme que Vegeta est devenu encore plus cool, sérieusement plus cool qu'il ne l'était avant, il nous dit, pour le citer, bon ça ressemble à du blabla marketing, mais je vous le transmets quand même. Et on se quitte sur cette interview avec deux phrases plutôt intéressantes, enfin entre guillemets, c'est pas non plus des trucs de fou, mais dans le sens où l'éditeur et Toyotaru considèrent que c'est une bataille entre Granola qui représente le pouvoir mortel le plus puissant de l'univers, face au pouvoir des dieux représenté par Goku et Vegeta. C'est intéressant ce qu'ils disent, mais j'ai envie de dire, ça on l'avait déjà face à Jiren, hein. Mais les pouvoirs des dieux, certes moins puissants face à la maximisation des pouvoirs mortels, c'était déjà un petit peu le cas dans le tournoi du pouvoir, vous me direz en zone commentaire ce que vous en pensez. Et une autre phrase qui celle-ci je trouve plus intéressante, il commence par du blabla marketing encore en nous disant que les combats vont devenir de plus en plus fous, que l'histoire va s'emballer et tout ça, mais aussi qu'ils sont en train de préparer la conclusion de l'histoire et de rester bien attentifs par rapport à celle-ci. Alors pas d'emballement, hein, d'accord, ils sont pas du tout en train de nous dire que Granola va se terminer cette année ou dans 2 mois ou je sais pas quoi, ils l'ont pas dit.
une préparation peut se faire très longtemps avant, hein. Il se peut que l'arc termine dans 1 an et qu'ils soient déjà en train de préparer la fin. Ils ont 1000 coups d'avance, hein, par rapport à nous sur le manga. Mais du coup voilà, c'est plutôt intéressant de savoir qu'ils planchent déjà sur la fin et ils nous promettent quelque chose d'assez exceptionnel par rapport à cette fin d'arc. Ça, encore une fois, on ne va pas les croire sur parole, mais juger sur pièce quand les chapitres en question seront disponibles. La semaine prochaine, comme je vous l'ai dit, ça sera donc Toyotaru qui reviendra, mais pour dessiner du granola. On verra s'il dessine d'autres personnages. En tout cas, je suis content parce que Toyotaru, c'est un personnage qu'on ne voit que très rarement se livrer. Il a fait pas mal d'interviews texte, papier, mais peu oralement, vocalement. La semaine prochaine, du dessin. Donc je trouve qu'avec ce genre de vidéos et tout ça, il assume un petit peu plus son rôle d'auteur, de scénariste, de dessinateur, etc. Et je trouve ça intéressant, ça lui donne un certain background, et ça peut créer une forme d'attachement par rapport à ce qu'il peut produire en tant qu'artiste. Enfin bon, mes chers devins, nous en arrivons au terme de cette vidéo. J'espère que ce décryptage de ce que Toyotaru a pu nous dire aujourd'hui accompagné de son éditeur, eh bien vous a plu, vous a informé, vous a diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochains contenus, et ça va chauffer mais vraiment de fou déjà sur Dragon Ball Super, tout ce qui est première case, page brouillon, spoiler, reveal, leak et tout ça, ça va chauffer sur du Bleach. Au moment où je vous parle, il y a déjà 2-3 news là qui ont popé, sur Boruto l'animé, Boruto le manga devrait s'activer sous peu, donc c'est clairement la période du mois où il ne faut absolument pas rater les prochaines vidéos. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité et votre force, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.